Qu'est-ce que je vous sers? Pas que matin. Qu'est-ce que vous avez bu là? Une bouteille et demie à deux. Je suis content de picoler avec vous. Santé, tu sais? Adieu. Attends, je me sens pas bien. C'est maintenant qu'on va danser comme des malades. Le dernier verre. Épisode 4. Malade d'amour pour l'alcool. Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour clôturer la première partie de ce podcast. Ensemble, on va tâcher de répondre à cette question. Qu'est-ce que l'alcoolo-dépendance? Autrement dit, l'alcoolisme. Pour tenter de vous expliquer tout ça le plus précisément possible, on va tout reprendre depuis le début. Il y a des alcooliques qui vivent très vieux, il y a presque des centenaires. Tandis que la drogue, ça vous tue tout, ça vous esquinte fatalement, ça vous tue, il n'y a plus d'hommes. Un alcoolique, on peut encore le guérir, tandis qu'un drogué, j'en ai jamais vu. Première chose à savoir, comme le cannabis ou la cocaïne, l'alcool est une drogue, même si elle est légale. C'est une drogue tout simplement parce que cette substance agit sur le cerveau et peut générer une dépendance. Je ne crois pas qu'on soit alcoolique en France. On boit du vin, c'est un fait, mais ça ne veut pas dire qu'on soit un alcoolique complet. Oui, le vin, c'est vraiment pas de l'alcool, c'est une nourriture si on veut. Deuxième chose à savoir, l'alcool contenu dans le vin a exactement les mêmes propriétés et les mêmes effets que celui présent dans d'autres boissons alcoolisées. En fait, peu importe ce qu'on boit, l'alcool, c'est de l'alcool. Ça paraît évident dit comme ça, mais il y a à peine 4 ans, le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation de l'époque, Didier Guillaume, tenait des propos ahurissants. On est en 2019 sur le plateau de BFM TV. Je crois pas que le vin soit un alcool comme les autres. L'addiction à l'alcool est dramatique. Et notamment dans la jeunesse, avec le binge drinking, etc., c'est dramatique. Mais je n'ai jamais vu, à ma connaissance, malheureusement peut-être, un jeune qui sort de boîte de nuit et qui est saoul parce qu'il a bu du Côte-du-Rhône, du Crozes-Hermitage. Heureusement, sa déclaration déclenche un tollé chez les médecins. Et pour cause. On l'a dit, l'alcool est une drogue. Donc peu importe le type d'alcool, boire présente toujours un risque pour la santé. Mais ce n'est pas tout. En réduisant l'alcoolisme au binge drinking, ce ministre confond tout et omet l'essentiel. Parce qu'on peut boire beaucoup et très vite, lors d'une, 2, 3 ou 10 soirées trop arrosées, sans jamais être addict. Même si en effet, l'alcoolisation massive prépare le terrain de la dépendance, surtout quand on est jeune. Mais les propos de ce ministre sont surtout problématiques car ils passent sous silence un point essentiel, à savoir, on peut être dépendant sans jamais être bourré. Parce qu'on ne devient pas addict qu'avec des excès. Buvez 3 verres tous les jours étalés sur la journée, vous ne danserez pas sur les tables, et pourtant, vous ne risquez pas moins de finir dépendant. D'ailleurs, jusqu'en 2017, le message des pouvoirs publics en matière d'alcool véhiculait encore cette fausse croyance que seuls les excès étaient néfastes pour la santé, puisqu'on entendait « l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération ». Je le fais bien, hein ? Avec de nouvelles études à l'appui, les autorités de santé ont donc poussé un coup de gueule. De nouvelles études scientifiques montrent qu'une consommation modérée d'alcool et régulière augmente déjà les risques de mortalité à court terme et à long terme. Du coup, en 2017, un comité d'experts a été nommé par les autorités de santé pour revoir les recommandations publiques en matière de consommation d'alcool. Et depuis, ça donne ça. 1 verre d'alcool chez la femme par jour, 1 à 2 verres et plutôt 1 verre chez l'homme sont des doses qui n'ont pas un effet de toxicité majeur. Pas plus de 4 verres en une occasion et pas de consommation tous les jours. Ainsi, aujourd'hui, vous entendrez pour votre santé, l'alcool c'est maximum 2 verres par jour et pas tous les jours. Ou alors 10 verres d'alcool maximum par semaine. Toujours en 2017, près d'un quart des adultes français dépassaient au moins une de ces recommandations. Mais tous ces Français étaient-ils pour autant alcooliques ? Quels sont les repères en matière de consommation d'alcool qui permettent de déterminer quand boire devient problématique ? Est-ce que c'est vraiment une question de quantité ou c'est plus une question de rapport à l'alcool ? Les troubles liés à l'usage de l'alcool sont plutôt en faveur d'une problématique qualitative de rapport à l'alcool plus que quantitative. Ni les classifications de l'OMS, ni celles du DSM ne disent on est addict au-delà d'un certain nombre de verres. Donc ce qui détermine l'addiction, c'est jamais une quantité. En réalité clinique, c'est plutôt le rapport à l'alcool et des gens qui ont des troubles liés à l'alcool peuvent boire tous les jours un petit peu de manière très régulière ou ne pas boire tous les jours de manière très importante. Dans tous les cas, c'est un problème lié à l'alcool qui nécessite de prendre en charge. L'addiction, c'est comme une passion, comme la passion amoureuse, sauf que là, on est amoureux d'un produit. Donc, l'addiction, c'est l'intensité du lien entre un individu et un produit.
Filons un peu cette métaphore sur l'amour. Imaginez quelqu'un vous dire « À partir du moment où tu vois cette personne 3 fois par semaine, c'est obligé, tu es amoureux. » Ce serait bien emmerdant parce qu'on aurait tous des sentiments pour notre boss, notre boulangère ou notre gardien d'immeuble. Impossible, ça n'a pas de sens. Par contre, c'est vrai, j'ai plus de chances de tomber amoureux de mon collègue que je vois tous les jours que de mon ami qui habite à Kuala Lumpur. Mais l'amour a sa raison que la raison ignore et il se peut que mon pote à Bali fasse tout de même fondre mon petit cœur d'artichaut. En fait, il n'y a pas de règle. Et avec l'alcool, c'est exactement pareil. Les autorités de santé sont obligées de véhiculer des données chiffrées pour délivrer un message court et clair et donner des repères d'une consommation à moindre risque. Mais ça ne nous dit rien de précis sur la dépendance. Alors heureusement que Louise... Je pense que l'alcool a toujours été social chez moi. Angélique... Je buvais pas que de l'alcool, je prenais aussi de la MDMA, de la cocaïne. Rémi... Alors, qu'est-ce que j'attends de ma cure? Alice... Je voulais absolument être la dernière debout, quoi. Et Ilias... Pour moi, il n'y a pas de limite. Ils ont plein de choses à nous dire sur l'alcoolisme. Notre société, en fait, à propos de l'alcool, elle véhicule des messages assez compliqués puisque la publicité nous pousse à consommer toujours davantage d'alcool. Mais dès qu'on perd le contrôle de sa consommation, la société nous exclut ou la personne elle-même finit par s'auto-exclure parce qu'elle développe une mauvaise image d'elle-même. Et donc, il est vraiment capital de pouvoir parler de l'alcool sans tabou, mais aussi sans stigmatiser la personne qui consomme trop. Et c'est exactement ce qu'on va faire ici, ensemble, dans ce 4e épisode. Parce que notre vision de l'alcoolisme est chargée de préjugés et de représentations. On s'imagine le gros monsieur bouffi au comptoir qui enchaîne les pastis avant de rentrer cogner sa femme, ou la dame trop parfumée, trop maquillée, qui noie sa solitude dans son verre de Sauvignon à 10h, en terrasse. Dans la tête d'un peu tout le monde, y compris dans la mienne quand j'étais plus jeune, l'alcoolique incarne l'échec de sa propre volonté. Quand je me suis rendu compte que j'avais moi-même du mal à ne pas boire alors que je m'étais fait la promesse de ne pas consommer, ça m'a fait mal. C'est pas moi, je suis pas comme ça. Je suis comme ça, peut-être que je vais finir comme ça. Ça m'a fait mal parce que tout à coup, ce jugement plein d'a priori que je portais sur celui qui ne maîtrisait pas sa consommation, je le retournais contre moi. Tout à coup, l'échec, c'était moi. Et quand j'écoute Louise me raconter son ressenti après une soirée trop arrosée, c'est ce malaise que j'entends. Le matin, je me sens assez honteuse. Je me sens nulle. Franchement, disons-le, je me sens pas fière. Puis en plus, généralement, ça va de pair avec une conscience diminuée, une fatigue, un état de conscience un peu diminué, allégé, la gueule de bois. Donc c'est un moment où on se sent juste pas très bien. Je me dis, mais en fait, combien de fois je me suis dit que j'allais arrêter de boire et combien de fois j'ai quand même bu. Et... Voilà. Non, c'est du regret, de manière générale, le lendemain. Et quand Ilias dresse le bilan de sa vie à tout juste 30 ans, on entend aussi cette petite musique pleine de remords. Ouais, j'ai beaucoup de regrets par rapport à ma consommation d'alcool. Mes études, déjà, dans un premier temps, j'ai vraiment foiré mes études. Plusieurs emplois que j'aurais pu, dans lesquels j'aurais pu m'épanouir. Des relations avec des amis que j'ai perdus, des amis... la confiance aussi de certains amis, de la méfiance de certains autres. Oui, j'ai des regrets et surtout, mon rapport humain avec les autres, j'aurais pas mal de rapport humain avec les autres, même par rapport à moi-même. J'aurais pu être quelqu'un d'autre si j'avais pas mis le doigt dans cet engrenage qu'est l'alcool et la drogue, clairement. Honte, remords et culpabilité forment un petit cocktail d'émotions désagréables que toute personne dépendante ressent, et souvent très intensément. Alors qu'en réalité... Être addict, c'est un manque de volonté ou c'est une authentique pathologie? Il faut vraiment faire entendre à celles et ceux qui nous écoutent que l'addiction, c'est une maladie. Mais il ne faut pas faire de la morale. Vous voyez, on ne fait pas la morale aux hypertendus pour qu'ils baissent leur tension et on ne fait pas la morale aux diabétiques. C'est rassurant, en fait, pour les gens qui sont dépendants. C'est une maladie chronique qui évolue par rechute. La rechute fait partie de la maladie. La guérison de l'addiction, c'est la guérison d'un épisode. C'est-à-dire que, par exemple, t'es complètement intoxiqué à une substance, on va te désintoxiquer. Là, on parle de guérison. Mais l'important dans la maladie, c'est la rémission. C'est combien de temps tu restes dans les situations que t'as décidées. Et donc, ces modèles-là, c'est des modèles de maladie chronique.
L'alcoolodépendance est une maladie chronique. Donc l'alcoolodépendant est une personne malade. Le problème, c'est que c'est une maladie dont les symptômes ne sont pas aussi identifiables qu'un 39 de fièvre ou qu'une gorge qui gratte. Alors, pour nous aider à y voir un petit peu plus clair, le psychiatre spécialisé en addictologie, Laurent Carilla, utilise un moyen mémotechnique pour identifier les signes de l'alcoolodépendance. C'est les 5 C. Les 5 C de la perte de contrôle, de l'activité compulsive, du craving, de l'usage continu et des conséquences. En vous fiant aux repères quantitatifs des autorités de santé dont on parlait au début de cet épisode, et en analysant votre rapport à l'alcool à la lumière de ces 5 critères qualitatifs dont on va maintenant parler, vous aurez une idée de si vous arpentez ou non le dangereux chemin de l'alcoolodépendance. Alors c'est parti. Le premier C, c'est la perte de contrôle. Autrement dit, quand on boit plus que ce qu'on avait prévu initialement. C'est vrai que ça arrive encore que je sois Louise. Avec des copains et que je dise ah non, moi aujourd'hui je bois pas, et copains qui disent allez, une bière, juste une bière, ils forcent un peu la main, et puis tu te dis bon bah juste une bière, allez, juste une bière. Et puis ça commence. Plus je bois et plus le curseur descend. Par exemple, une pinte ça va, 2 pintes ça va, à la fin de la 3e, je peux plus m'arrêter. Je peux partir toute la nuit, je peux partir 2 jours, enfin je m'arrête plus. C'est trop facile en fait Ilias. La soirée se passe bien, on ne boit pas, puis au bout d'un moment on dit bon, la soirée est cool, bonne ambiance, une bière, KO. À partir du moment où j'ai bu un verre, je peux continuer à boire en continu. J'étais juste venu passer une soirée tranquille de trentenaire et on me retrouve 3 jours après en after à Juvisy. C'est une vraie histoire. Arrête de rigoler, s'il te plaît. C'est vrai, une vraie histoire. La dépendance, c'est vraiment l'absence de contrôle. C'est la perte du contrôle. On voudrait pas boire et pourtant on va quand même boire parce que c'est devenu un besoin. Mais ça, c'est lentement progressif parce que l'alcool, en même temps qu'il fabrique votre cerveau pour en avoir besoin, il le programme également pour limiter la perception des dommages. Et donc pour se dire, oh bah après tout, non, je contrôle encore, je peux. Et ce qui est trompeur, c'est que très longtemps on contrôle un peu, on peut arrêter à certains moments, on peut arrêter pendant les vacances. Donc il est difficile de percevoir que l'on est en train de rentrer dans la dépendance. Et la plupart du temps, il faut une assez longue période qui va de 5 ans pour les plus vulnérables et les très gros buveurs à 20 ans avant de perdre le contrôle. Mais ça commence par une consommation excessive, qui est la consommation qui prépare la dépendance et qui l'installe. J'ai énormément essayé de maîtriser ma consommation d'alcool. Angélique. Donc je m'étais mis dans la tête qu'il fallait que je boive 2 verres. Sauf que j'ai jamais réussi à ne boire que 2 verres en fait. J'avais directement une perte de contrôle. Dès que je buvais un verre, ça se mettait en marche et je pouvais plus m'arrêter quoi. Et donc j'ai énormément essayé de boire très peu, mais j'ai jamais réussi en fait. Et je me souviens, je me faisais des plannings, tel jour je boirais pas, etc. Et j'y arrivais pas. Je n'y arrivais pas du tout. C'était beaucoup de souffrance parce que du coup, je culpabilisais et je rebuvais derrière. C'était un cercle vicieux. Le deuxième C, c'est l'activité compulsive. Autrement dit, ce comportement qui se met en place, aussi puissant qu'un réflexe. C'est toute la différence entre une personne qui occasionnellement aime bien boire une bière en terrasse après le boulot, par exemple, et celle qui s'y rend tous les soirs. Un peu comme un rituel. En fait, j'avais un répertoire comportemental qui était de plus en plus restreint. Il n'y avait plus que boire de l'alcool. Angélique. Toutes mes passions s'étaient passées à la trappe. Je dessinais plus, je lisais plus, je ne m'informais plus sur les sujets qui m'intéressaient auparavant, alors que je suis quelqu'un de très curieuse en réalité. J'avais plus qu'un comportement, c'était boire de l'alcool, quoi. Et en fait, j'étais vieille avant l'heure. Vraiment, je le vois maintenant, j'étais une petite vieille qui avait toujours ses petites habitudes. J'étais toujours avec les mêmes gens, dans les mêmes lieux, au même moment. Et en fait, j'étais vieille avant l'heure, quoi. J'avais plus qu'un seul comportement. C'est comme le vieux qui lit son journal tous les matins. Enfin, c'est pas grave, mais ce que je veux dire, c'est que c'était habituel. Et je faisais plus rien qui me sortait de cette habitude, quoi. Parce que plus rien ne m'intéressait, et ça, c'est un symptôme de la dépendance. Plus rien ne nous intéresse à part boire de l'alcool. Et voilà. Je suis partie loin encore. Est-ce que vous connaissez le circuit de la récompense ?
Pour ceux qui auraient besoin d'un petit rappel, ce sont plusieurs régions interconnectées dans notre cerveau qui nous permettent, face à une situation, de choisir le bon comportement ou au contraire d'empêcher ce qui nous serait néfaste. Premier exemple, j'ai faim, je mange. Deuxième exemple, je pose ma main sur une plaque de cuisson, je ne la laisse pas, évidemment, je la retire. Vous l'aurez compris, c'est un circuit essentiel à notre survie. Et pour renforcer les comportements utiles et indispensables, comme manger, boire ou dormir, notre cerveau décharge, quand on effectue ce comportement en question, une sensation de récompense grâce à une neurohormone qui s'appelle la dopamine. Donc si j'ai faim, je mange, décharge de dopamine, je suis content. À chaque fois qu'un comportement est bénéfique pour notre survie et notre équilibre, la dopamine générée vient signer la pertinence du comportement pour le graver dans notre mémoire. Si j'ai faim, je sais que manger me rendra content. Du coup, comme un automatisme, si j'ai faim, je vais manger sans me poser de questions. Le souci, c'est que l'alcool, qui est une drogue, rappelons-le, provoque lui aussi une sécrétion importante de cette hormone du plaisir. Et donc, petit à petit, notre cerveau va connoter la consommation d'alcool comme étant extrêmement positive. Tellement positive qu'on va chercher à renouveler ce plaisir en renouvelant notre consommation. Au bout d'un certain temps, le plaisir lié à ces consommations est tel qu'il vient supplanter les plaisirs naturels nécessaires à notre équilibre, mais qui deviennent secondaires en termes de plaisir rapporté à celui que la consommation d'alcool ou de drogue peut entraîner. La seule chose qui m'inquiète, et ça je vous le dis à chaque fois, c'est votre consommation d'alcool. Vous picolez toujours autant ? J'ai gardé une belle cadence. C'est-à-dire ? Le matin au réveil, je bois ma bouteille de blanc. Vers 10h, histoire de marquer le coup, quoi, d'être solidaire de tous ces mecs qui travaillent sur les chantiers, qui vont faire la pause. J'en bois une deuxième. J'en bois une troisième à l'apéro de midi, toujours du blanc. À déjeuner, s'il y a de la viande, je peux passer au rouge, sinon je reste au blanc, ou les deux. Bon, après, il faut une sieste. On en est déjà à 4 bouteilles. D'où l'utilité de la sieste. Ensuite, piscine. Été comme hiver, ça fait du bien de se décrasser, de remettre un peu la machine en route. Et puis ensuite, on arrive à l'heure fatidique, l'apéro du soir. Est-ce qu'on attend l'heure officielle? Est-ce qu'on anticipe? Moi, j'aime pas perdre de temps. À 18h, j'attaque et là, je m'éclate la tête. Ce qui s'appelle vraiment boire. Et petit à petit se met en place dans notre mémoire que non seulement consommer est utile, positif, plaisant, mais petit à petit aussi indispensable. À chaque fois qu'on se retrouve dans la situation où finalement le cerveau a appris qu'il allait recevoir cette décharge de plaisir, eh bien, il va anticiper le plaisir de la consommation et c'est ce qui va provoquer le désir incontrôlable qui se met en place petit à petit de consommer et c'est bien ça la dépendance. Et cette envie irrépressible de consommer, on l'appelle le craving. Et c'est la troisième manifestation de la dépendance, le troisième C des 5 C. Quand je bois du soft au milieu de plein de gens qui boivent de l'alcool, pour moi c'est une lutte, Louise, de me dire je continue à boire du soft. En fait la lutte elle est vraiment en moi. Ouais, c'est quasiment une lutte entre le cœur et la raison. Le cœur a très envie de s'amuser, et de festoyer et de se laisser porter par cet instant qui a tout pour être super sympa et la raison qui me rappelle que c'est trop, que j'ai plus envie de ça, que je suis à la recherche d'autre chose, que je vais le regretter après. J'ai deux envies qui se font face et qui sont complètement incompatibles. Et de temps en temps, justement parce que j'en ai marre d'avoir la charge mentale, je lâche prise pour me libérer de cette charge mentale. Je dirais que pour l'instant, la charge mentale, elle est plus dans la résistance. Et en fait, au moment où je me dis bon, allez, je prends un verre, on lâche la charge mentale. C'est clair que le lundi matin, j'étais pleine de bonnes intentions. Angélique. Donc je me disais, cette semaine, je vais à la salle tous les jours. Je mange sain. Je ne boirai pas, je ne fumerai pas, parce que je fumais des clopes aussi. Et je tenais 1, 2, 3 jours, et puis je partais complètement... tout valsait. Tout ce que j'avais pas bu pendant 3 jours, je le buvais à ce moment-là, quoi. Quand je ne buvais pas, je me sentais très très mal. Ça se traduisait comment ? De l'irritabilité. J'avais vraiment ce craving de boire, mais ça, à la limite, ça serait plutôt de la dépendance psychologique. Mais je ressentais vraiment dans mon corps que si je buvais pas, j'étais pas bien, en fait. J'avais vraiment ce truc il fallait que je boive tous les jours, quoi.
Ces symptômes de sevrage dont parle Angélique, mauvaise humeur, agitation, troubles du sommeil, tremblement des mains, paranoïa, confusion ou hallucination pour les plus graves, sont autant de signes pouvant alerter d'une dépendance à l'alcool. Car les sevrages ne désignent pas que les arrêts volontaires. Ce sont aussi tous ces moments, de quelques heures parfois, où la personne dépendante ne peut pas boire pour X raisons. Et si être addict, c'est être amoureux d'un produit, si l'on désire l'alcool comme on désire un amant et qu'on ressent un manque terrible dès lors qu'on est loin de lui, je vous propose une petite pause philo, qui n'explique évidemment rien des mécanismes neurologiques de la dépendance, mais qui offre un autre regard sur l'addiction. Et à cette question centrale, qu'est-ce que l'amour ? Platon répond, l'amour est désir et le désir est manque. Alors le problème, c'est quoi ? Le problème, c'est que si l'amour est désir et si le désir est manque, je n'aime et ne désire que ce qui me manque, donc je n'aime et ne désire que ce que je n'ai pas. Or, qu'est-ce que c'est que le bonheur ? Qu'est-ce qu'être heureux ? Platon répond, être heureux, c'est avoir ce qu'on désire. Mais si le désir est manque, tu ne désires que ce que tu n'as pas. Et si tu ne désires que ce que tu n'as pas, par définition, tu n'as jamais ce que tu désires. Et donc, tu n'es jamais heureux, puisque être heureux, c'est avoir ce qu'on désire. Dès qu'un de nos désirs est satisfait, il n'y a plus de manque, puisqu'il est satisfait. Oui, mais si le désir est manque, s'il n'y a plus de manque, il n'y a plus de désir. Vous n'avez donc pas ce que vous désirez, il n'y a plus de désir. Vous avez ce que vous désiriez avant du temps où vous ne l'aviez pas. Oui, mais là, chers amis, je suis désolé, être heureux, c'est pas avoir ce qu'on désirait. Être heureux, c'est avoir ce qu'on désire. Et vous, ce que vous avez, c'est pas ce que vous désirez. C'est ce que vous désiriez avant du temps où vous ne l'aviez pas. C'est pour ça que vous n'êtes pas heureux. Si je ne bois pas d'alcool, je ne ressens pas le manque. À partir du moment où je bois de l'alcool, le manque arrive. Et ça m'arrive même d'avoir envie de boire alors que je bois. Le verre à la main, je me dis, main pâte, j'ai que la moitié, il faut que je m'en commande une autre. Ça m'est déjà arrivé aussi d'être triste en soirée parce que je me dis, c'est la dernière bouteille. Et c'est normal, il est 5h du matin. Le 4e C, c'est l'usage continu. J'ai eu une période où je buvais seule, donc je buvais mon 1,5 litre de sangria tous les soirs. Donc j'étais pétée tous les soirs. Angélique. J'ai eu des périodes où je buvais de la vodka en journée. J'ai eu des périodes où c'était seulement festif. J'ai eu des périodes où je créais des soirées pour ne pas boire seule, justement, parce que je m'étais mis comme limite de ne pas boire seule. Et donc je créais des soirées exprès, soirées auxquelles je n'avais pas envie d'aller, mais j'avais envie d'y aller pour boire. Et donc j'ai eu plusieurs périodes comme ça, différentes de consommation en fait. Le premier verre, il répète le dernier. C'est le dernier qui compte. Alors qu'est-ce que ça veut dire le dernier verre pour un alcoolique ? Il évalue ce qu'il peut tenir, sans s'écrouler, il évalue. Et le dernier, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, il ne peut pas supporter d'en boire plus ce jour-là. C'est le dernier qui lui permettra de recommencer le lendemain. Si bien que quand il dit le dernier verre, c'est pas le dernier, c'est l'avant-dernier. En d'autres termes, il y a un mot merveilleux pour dire l'avant-dernier, je crois, c'est pénultième. Il ne cherche pas le dernier verre, il cherche le verre pénultième. Jamais l'ultime. Et le pénultième, c'est le dernier avant le recommencement le lendemain. Et c'est celui qui dit aussi j'arrête demain. Non, il dit pas j'arrête demain. Il dit j'arrête aujourd'hui pour pouvoir recommencer demain. L'alcoolodépendant recommence le lendemain, malgré le 5e et dernier C. Les conséquences sur sa santé psychique, physique et sociale. Ce qui était supposé être un facilitateur social à la base détériore mais certains liens. Finalement, c'est le serpent qui se mord la queue. J'avais des soucis de relations avec les autres, parce que les relations finissent mal quand on boit trop, en général. C'était toujours trop, quoi. Donc dans les cris, dans les...
voilà, tout le temps. Enfin, c'était soit les cris joyeux, genre j'aime tout le monde et je veux absolument faire des câlins à tout le monde et embrasser tout le monde et plus, quoi, ça dépend. Soit c'était dans l'agressivité. Les gens me disaient après coup que je parlais super mal, que j'insultais les gens. Dans mes derniers vers, je peux devenir très agressif, voire même violent. Ça m'est déjà arrivé de frapper des amis à moi, de créer des dramas par rapport à une situation qui de base ne méritait pas autant d'affect émotionnel et d'énergie. Je changeais de personnalité avec l'alcool. J'étais très violente. J'avais un double maléfique. Je sais très bien. Enfin, on était tous dans un mal-être, etc. Mais moi, j'avais des émotions très disproportionnées. Je peux devenir extrêmement sensible et pleurer ou penser à des choses qui sont refoulées. J'ai trompé ma meuf de l'époque. Je pense que sans alcool, je l'aurais pas fait. À cause de l'alcool et de la cocaïne et du manque de sommeil, spoiler, on a arrêté d'être ensemble. Si une personne tombait amoureuse de moi, je refuserais parce que je suis absolument pas digne. Il y a eu le moment où je me suis fait péter la gueule, tu vois, il y a 3 ans. Je me suis dit, bon, là, en vrai, je pense qu'il y a un problème. J'arrive pas à passer une semaine sans boire tous les jours et sans prendre plein de drogue et sans qu'il se passe un truc, sans que je m'ouvre le crâne ou que, enfin, tu vois, j'allais souvent, je me retrouvais aux urgences. Je me suis réveillée le lendemain dans un état absolument pas possible. Apparemment, j'avais vomi partout dans la maison, donc assez trash. J'ai eu des tonnes d'accidents de voiture. Je me suis retrouvée sur un rond-point, on a déjà pris un arbre. Donc déjà, je mettais ma vie en danger et je m'en fichais complètement, en fait. Tout en mettant la vie des autres en danger, d'ailleurs. J'avais une douleur insupportable au niveau de mon pancréas. À chaque fois que je buvais, j'avais vraiment l'impression qu'on me mettait un truc de fer chaud. En fait, avec l'alcool, je ne mangeais plus, donc j'avais perdu énormément de poids. J'étais très maigre à cette époque. J'avais vraiment la peau sur les os, quoi. Parfois, j'ai des hoquets qui durent plusieurs heures. C'est infernal. Infernal. J'ai des problèmes de mémoire, je me rappelle plus de ce que je viens de dire. Il y a du brouillard, quoi, dans des parties entières de ma vie dont je ne me rappelle pas, quoi. C'est frustrant, en vrai. De perdre aussi. Perdre des pans de vie, en fait. Il y a quand même des moments comme ça où je me disais, bon, là, c'est un problème. Mais bon, je recommençais la semaine d'après, quoi, direct. J'oubliais. À chaque fois, c'était un même cycle, quoi. J'arrivais le lundi matin, j'étais là, bon, allez, c'est bon, maintenant, on fait une petite pause et tout. Mais en fait, non. Directement, ça reprenait, quoi. Enfin, dès le lendemain, j'oubliais. Parce que l'addiction est plus forte que tout. Enfin, ça, c'est connu, quoi. Voilà. Je crois qu'on peut difficilement affirmer en écoutant tous nos témoignages que l'alcoolisme est le résultat d'un manque de volonté. Quand on veut, on peut. Bah non, on peut pas toujours face à l'addiction. Et ce podcast est né de cette envie, comprendre. Comprendre en écoutant d'autres parcours semblables au mien, ce par quoi moi je suis passée. Comprendre moi, pour faire comprendre à toute personne dépendante qu'il ne s'agit en rien d'un échec personnel, mais bien d'une maladie dont il est possible de guérir. Mais de cette guérison, justement, on en parlera ensemble dans la seconde partie du Dernier Verre. Le Dernier Verre est un podcast autoproduit et non monétisé. Un immense merci au talentueux Benjamin Liouville qui a réalisé tout le sound design des épisodes et qui les a mixés. Il a aussi composé certaines des musiques, tout comme Théo Géraudel, Antoine Barra, Xavier Crouet, James Breck et Raphaël Dinasquet. Quant à l'identité visuelle, elle est signée Alexandre Matou. À tous, je leur dis un énorme merci. Dans la description de l'épisode, vous trouverez toutes les références et tous les crédits des extraits entendus. Ce podcast ne peut exister que grâce à votre soutien. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à le partager et à le suivre sur les réseaux sociaux. Merci pour votre écoute.